L'année était 1140, et sous la grandeur chatoyante du palais de Hampton Court, un cauchemar se déroulait qui ferait passer même le conte le plus grotesque pour quelque chose de doux en comparaison. Tandis que les courtisans dansaient et que les ambassadeurs souriaient, une femme se retrouvait emprisonnée dans un spectacle de cruauté royale qui avait commencé non pas par une trahison ou une infidélité, mais par quelque chose de bien plus dévastateur aux yeux d'un monarque Tudor. Elle avait échoué à allumer son désir. Anne de Clèves arriva en Angleterre en tant qu'épouse, un trophée diplomatique destiné à renforcer les alliances protestantes et à soutenir Henri VIII contre ses rivaux catholiques. Ce qu'elle devint fut quelque chose de bien plus sombre, un emblème vivant du dédain royal, une femme dont la seule faute était d'exister sous la mauvaise forme au mauvais moment. Ceci n'est pas le conte adouci de l'épouse chanceuse qui s'en sortit avec la vie sauve. C'est la réalité brutale d'une humiliation orchestrée, d'une méchanceté délibérée et d'un roi dont le corps en décomposition reflétait la corruption qui rongeait son âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des catastrophes royales les plus mal jugées de l'histoire de la façon dont Henri VIII transforma une princesse allemande digne en une figure de moquerie, et comment elle survécut en acceptant une dégradation qui aurait brisé des esprits plus faibles. À la fin, vous comprendrez pourquoi Anne de Clèves incarne non seulement une calamité personnelle, mais l'effondrement moral complet de l'Angleterre tudorienne elle-même. N'oubliez pas de vous abonner à Rotten Edges si vous aimez votre histoire sombre, pourrie et délicieusement troublante. Avant d'assister à la ruine de la dignité d'une femme, nous devons comprendre le monstre qui l'a orchestré. En 1539, Henri VIII était devenu quelque chose à peine reconnaissable comme humain. Le jeune souverain vigoureux qui avait autrefois ébloui les cours d'Europe était maintenant un géant en décomposition. Son corps massif était soutenu par des appareils de métal et de cuir. Ses jambes suintaient du pus et du sang à travers des bas coûteux. L'odeur malade de la décomposition le suivait dans les couloirs du palais, tandis que les courtisans apprenaient à respirer par la bouche quand ils étaient de près de lui. Les médecins modernes, en étudiant les rapports historiques, dressent un tableau effroyable. Henri souffrait probablement d'ostéomyélite, une infection osseuse qui causait un tourment insupportable tout en libérant une décharge nauséabonde de plusieurs plaies ouvertes. Ces médecins, ignorant des infections bactériennes, ne pouvaient que bander les blessures et prescrire de l'opium, qui obscurcissait encore plus son jugement déjà instable. La fusion de la douleur chronique et de la confusion narcotique créa un souverain à la fois dangereux et complètement erratique. L'affection médicale du roi affectait bien plus que sa mobilité. L'infection persistante perturbait probablement ses hormones et sa circulation d'une manière qui rendait l'intimité physique douloureuse ou impossible. Pourtant, l'immense fierté d'Henri lui interdisait toute admission de ses vérités biologiques. Au lieu de cela, il projetait le blâme sur ses épouses, élaborant des auto-illusions qui transformaient son impuissance physique en accusation morale contre l'inadéquation féminine. C'était ce désespéré malade qui allait bientôt condamner Anne de Clèves, projetant sa corruption corporelle sur une femme dont le seul défaut était son incapacité à réparer sa virilité brisée par la seule attraction. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, dans le duché allemand de Clèves, une femme de 24 ans se préparait au rôle de sa vie. Anne avait été élevée dans la maison disciplinée de son frère, le duc Wilhelm. Éduquée en langue, en musique et en l'étiquette polie attendue des consorts nobles, elle comprenait l'obligation avant le sentiment, une vertu qui deviendrait à la fois son salut et son tourment dans le monde impitoyable de la politique tudorienne. L'urgence politique derrière ce mariage ne peut être surestimée. L'Angleterre se tenait isolée en Europe, menacée par l'unité catholique de la France et du Saint-Empire romain germanique. La rupture d'Henri avec Rome lui avait enlevé des alliés clés, laissant son royaume au bord de la ruine diplomatique. Les États protestants allemands offraient une bouée de sauvetage, et Anne représentait ce lien.
Son frère commandait de l'influence parmi les princes luthériens, faisant de cette union non pas un fantasme romantique, mais une question de survie pour un royaume divisé. Pourtant, même pendant que les envoyés négociaient contrats et dots, les insécurités personnelles d'Henri infectaient déjà l'arrangement. Le monarque autrefois confiant était maintenant consumé par des anxiétés sur sa force déclinante. Il exigeait des rassurances infinies sur son attractivité, tout en devenant moins capable d'accomplir les actes qui pourraient la justifier. Le désastre était prédestiné avant qu'Anne n'ait posé le pied sur le sol anglais. La première fracture dans leur alliance condamnée vint de l'art lui-même. Le portrait d'Anne, par Hans Holbein, scella son destin bien avant qu'ils ne se rencontrent. L'artiste de cour, célébré pour son réalisme impitoyable, avait capturé la duchesse en tenue allemande conventionnelle, son visage calme et composé sous une coiffe ornée. Aux yeux modernes, elle apparaît douce, mais l'imagination d'Henri, enflammée par la flatterie et sa propre vanité désespérée, vit plus que la vérité. Il étudia ce tableau obsessionnellement, construisant des fantasmes qu'aucune vivante ne pourrait satisfaire. Ses courtisans, toujours à l'écoute des désirs du monarque, exagérèrent le charme du portrait avec des récits embellis de beauté teutonique et de grâce. Ils décrivirent une peau comme de l'ivoire pâle et des yeux qui brillaient d'intelligence, construisant un idéal impossible qui condamna Anne avant qu'elle n'ait traversé la mer. Quand l'entourage d'Anne atteignit enfin les côtes anglaises en décembre 1539, ils portaient avec eux les espoirs de deux nations et la promesse fragile de l'unité protestante. La duchesse avait passé des mois à se préparer à son nouveau rôle. Elle avait étudié l'étiquette anglaise, pratiqué la langue et même appris des danses locales destinées à ravir son royal époux. Ses coffres de dot débordaient de textiles fins et d'ornements gelés, symbole de la richesse et du prestige de sa famille. La rencontre fatidique à Rochester détruisit toutes les illusions en un seul moment. Henri, déguisé en simple messager dans ce qu'il imaginait être un geste romantique de surprise chevaleresque, fit irruption dans les chambres d'Anne, s'attendant à un enchantement. Au lieu de cela, il rencontra une femme qui ne le reconnut pas, et pire encore, qui ne s'évanouit pas d'admiration. Anne, élevée dans les protocoles rigides d'une cour allemande, réagit avec une confusion polie, plutôt qu'une extase infatuée. Cette dissonance culturelle devint la première fissure dans leur relation condamnée. Là où Henri attendait une passion instantanée et une adoration obéissante, il trouva une bewilderment composée. La femme devant lui, étrangère, inconnue et non perturbée, refusa de confirmer son mythe de masculinité irrésistible. Le dégoût d'Henri fut immédiat et vu de tous. Son expression s'assombrit d'une rage à peine voilée alors que le devoir politique entrait en collision avec la vanité personnelle. En cet instant, Anne devint non seulement une déception, mais une menace pour son image de soi fragile. Le mariage se déroula malgré tout. Les exigences politiques l'imposaient, mais la campagne d'Henri pour détruire la réputation d'Anne commença ce jour même. Les murmures commencèrent immédiatement. Les courtisans qui avaient loué l'union murmuraient maintenant sur les habitudes étrangères de l'épouse, sa raideur, son incapacité supposée à répondre aux attentes raffinées du roi. Ce n'étaient pas des murmures spontanés, mais des calomnies orchestrées conçues pour excuser les propres inadéquations du roi. Le mariage, le 6 janvier 1540, se déroula comme un requiem solennel déguisé en festivité. Henri se tenait scintillant en tissu d'or, malgré son corps défaillant, tandis qu'Anne portait des robes resplendissantes qui ne pouvaient dissimuler sa révulsion visible. Les envoyés étrangers s'efforçaient d'interpréter les signes subtils de déplaisir royal qui résonnaient dans les anciens murs de l'abbaye. Anne elle-même maintint une componction ferme malgré l'humiliation qui mijotait autour d'elle. Formée à la discipline, elle comprenait que l'obéissance pouvait signifier la survie. Pourtant, elle n'aurait pu imaginer la profondeur de cruauté qui l'attendait à la cour anglaise. Ce n'était pas une union d'affection ou même d'alliance, mais la destruction ritualisée d'une femme
qui n'avait commis aucun péché au-delà de ne pas plaire à un tyran en décomposition. Cette nuit-là, la chambre nuptiale royale devint une scène de disgrâce qui définirait toute l'existence d'Anne en Angleterre. Henri, son corps ressemblant plus à un cadavre respirant qu'à un souverain, s'approcha du lit conjugal avec l'enthousiasme qu'on pourrait avoir pour sa propre exécution. Ses jambes ulcérées, enveloppées de bandages rancides, suintaient à travers les draps de soie, tandis qu'il blâmait Anne pour la révulsion qui venait de sa propre chair malade. L'ancien performeur charismatique, qui avait charmé les cours d'Europe, se trouvait maintenant impuissant devant une femme dont la seule faute était d'être présente au mauvais moment dans le mauvais corps. Incapable d'affronter sa propre décomposition, Henri construisit un récit d'inadéquation féminine qui résonnerait dans les chroniques pendant des siècles. Il chuchota à ses médecins des défauts supposés d'Anne, fabriqua des histoires d'odeurs désagréables et insinua que sa forénité avait, d'une manière ou d'une autre, souillé sa puissance naturelle. Parmi ses courtisans, la moquerie prit forme. Ils commencèrent à l'appeler la jument de Flandre, un surnom cruel qui leur survivrait à tous. Ces mensonges, murmurés dans les murs du palais et répétés par des courtisans sycophantes, transformèrent la dignité d'une femme en divertissement public pour une société accro à la cruauté. La démolition systématique de la réputation d'Anne avait commencé, et elle ne ferait que s'accélérer à mesure que l'état d'Henri empirait et que son besoin de bouc émissaire grandissait. Le traitement de la cour envers Anne révéla la machinerie froide de la malice tudorienne à son plus raffiné. En quelques jours du mariage, les courtisans qui avaient autrefois rivalisé pour sa faveur imitaient maintenant son accent avec une exagération théâtrale. Ils ridiculisaient ses manières étrangères, transformant chaque différence inoffensive en preuve de son supposée inadaptation comme reine. Même son choix de parfum devint matière à blagues moqueuses, chuchotées derrière des éventails geôlés. Les dames qui auraient dû être ses alliées se transformèrent en informatrices. Elles rapportaient chaque faute imaginée aux oreilles avides d'Henri avec la précision de tourmenteurs professionnels. Anne se retrouva isolée dans un nid de serpents où la survie exigeait une endurance silencieuse, car chaque geste, chaque regard était interprété comme preuve de corruption étrangère. Les courtisans d'Henri comprenaient leur rôle dans cette pantomime élaborée de mécontentement royal pour gagner la faveur de leur monarque de plus en plus instable. Ils rivalisaient en cruauté, inventant de nouvelles insultes qui justifieraient son rejet. Ses robes étaient jugées trop étrangères, sa parole trop raide, son comportement trop continental, sa présence même un affront au goût anglais. La transformation de reine en bouc émissaire fut rapide et impitoyable. En quelques semaines, Anne était devenue un emblème vivant de tout ce qui n'allait pas avec l'influence étrangère en politique anglaise. Des pamphlets circulaient suggérant que les femmes allemandes étaient naturellement inadaptées aux hommes anglais. Cette propagande servait deux buts: normaliser le rejet d'Henri et préparer l'opinion publique à l'annulation que tout le monde savait inévitable. Pire que la ridicule publique était l'humiliation privée infligée par les médecins royaux envoyés pour examiner le corps d'Anne à la recherche des défauts qu'Henri prétendait avoir remarqués. Ces examens invasifs, déguisés en nécessité médicale, étaient la violation ultime d'une femme qui était entrée en Angleterre comme une invitée honorée. Les rapports de ces procédures étaient soigneusement rédigés pour soutenir le récit d'Henri et préserver comme preuve officielle de son supposée inadaptation. Les médecins d'Henri, terrifiés de contredire l'ego royal, se joignirent à blâmer des facteurs externes pour le déclin évident de leur souverain. Ils inventèrent des mots, suggérant que les humeurs allemandes ou les régimes étrangers avaient de corrompu l'essence masculine du roi. Ces conclusions révélaient comment la science médicale s'inclinait devant la politique dans l'Angleterre tudorienne. Pendant ce temps, les envoyés étrangers chroniquaient la décomposition grotesque du roi.
En 1540, les rapports diplomatiques décrivaient des audiences qui nécessitaient des mesures élaborées pour masquer l'odeur de ces blessures infectées. Les courtisans inventèrent des règles formelles pour garder une distance respectueuse tout en endurant sa puanteur. Et à travers tout cela, Anne portait le blâme pour la pourriture de son mari. Tandis qu'elle souffrait sa crucifixion publique, Henri avait déjà fixé son regard prédateur sur Catherine Howard, une adolescente dont la jeunesse promettait le renouvellement que sa fierté exigeait. Catherine, à peine sortie de l'enfance et submergée par le glamour de l'attention royale, devint l'instrument de la disgrâce finale d'Anne. La poursuite par le roi de sa cinquième épouse commença même avant que son quatrième mariage n'ait été dissous. Catherine représentait tout ce qu'Anne n'était pas. Jeune là où Anne était mature, anglaise là où Anne était étrangère, naïve là où Anne était composée. Son existence même moquait les manquements perçus d'Anne, et Henri s'assura que la comparaison était immistakable. Les observateurs notèrent que les yeux du roi s'allumaient chaque fois que Catherine entrait dans la pièce, tandis que son attitude envers Anne devenait de plus en plus froide et mécanique. La hâte avec laquelle Henri poursuivit la jeune fille révéla que son rejet d'Anne n'avait jamais été émotionnel. Henri avait résolu de se débarrasser d'Anne presque immédiatement après leur mariage, et Catherine Howard fournit l'excuse parfaite. L'avidité de la jeune fille à plaire la détruirait plus tard, mais pour le moment, elle servait d'arme pour anéantir la dignité d'Anne. La situation d'Anne devint périlleuse. À mesure que l'infatuation d'Henri s'approfondissait, la reine se trouva forcée d'assister à des festivités de cour où sa remplaçante était paradée devant elle. Le protocole l'obligeait à sourire et à participer à sa propre chute, à maintenir la componction tandis que son mariage se désintégrait devant des courtisans qui potinaient et souriaient. La formation diplomatique qu'il avait préparée à régner ne faisait maintenant que lui permettre de masquer le chagrin avec grâce. À travers l'Europe, le traitement d'Anne provoqua à la fois fascination et horreur. L'empereur du Saint-Empire romain germanique utilisa son humiliation comme preuve de la sauvagerie anglaise, tandis que les nobles français mettaient en scène des divertissements moquant l'échec d'Henri à consommer son mariage avec une respectable épouse allemande. Les États protestants allemands prirent l'insulte personnellement, voyant le renvoi d'Anne comme un coup contre la réforme elle-même. Son frère, le duc Wilhelm de Clèves, envisagea de rompre l'alliance anglaise et de rejoindre la Ligue catholique, un changement qui aurait pu laisser l'Angleterre dangereusement isolée. Seules les lettres d'Anne urgeant la retenue empêchèrent un effondrement diplomatique qui aurait pu inviter une invasion. Les ambassadeurs espagnols rapportèrent que la cruauté d'Henri envers Anne exposait des fractures dans la succession anglaise qui pouvaient être exploitées par les puissances catholiques. Son ordéal personnel devint ainsi une question de stratégie internationale. Sa honte se traduisit en opportunités militaires. Thomas Cromwell, l'architecte même du mariage d'Anne, fut maintenant chargé de le démanteler, une ironie qui lui coûterait bientôt la vie. Des experts légaux fouillèrent le droit canonique pour des précédents commodes, tandis que des théologiens composaient des arguments sur le consentement et la consommation pour accorder à Henri la liberté qu'il désirait. Des commissions parlementaires interrogèrent des témoins dont les témoignages avaient déjà été décidés. La naissance étrangère d'Anne fut citée comme un impédiment naturel à une union prospère, tandis que la revendication d'Henri de non-consommation fut acceptée sans défi. Malgré son absurdité, les procédures ressemblaient de plus à une farce qu'à la justice. Le twist le plus malveillant vint quand la compliance d'Anne fut tordue en preuve supplémentaire de son inadéquation. Quand elle accepta de confirmer la non-consommation du mariage, les observateurs la dirent trop impatiente de discuter de matières privées. Quand elle garda le silence sur le comportement d'Henri, ils la décrirent comme trop froide pour comprendre l'émotion anglaise. Le clergé, qui avait autrefois loué sa foi protestante, trouva maintenant sa piété germanique suspecte. La survie d'Anne, cependant, n'était pas une simple soumission, c'était une stratégie.
Pendant son bref règne comme reine, elle avait discrètement construit un réseau de marchands sympathisants, de penseurs protestants et de nobles alarmés par la volatilité d'Henri. Ces alliances taditero-saillances s'avéreraient vitales pour son endurance. Les commerçants allemands à Londres, horrifiés par son traitement, le virent d'un comme partie d'une hostilité plus large envers l'influence continentale. Beaucoup l'aidèrent discrètement à travers des accords immobiliers favorables et une assistance financière secrète lui fournissant une mesure d'indépendance au-delà du contrôle du roi. Sa correspondance révèle une femme bien plus astucieuse que l'histoire ne l'admet souvent, une qui maintenait un contact prudent avec son frère et ses alliés allemands tout en évitant toute action qui pourrait paraître traîtresse. C'était un acte d'équilibre de diplomatie extraordinaire. Loyal en apparence, pourtant représentant discrètement la cause protestante à l'étranger. Sa résidence à Richmond devint une ambassade officieuse, où des érudits allemands et des exilés cherchaient aide, conseils légaux, fonds ou abris dans le royaume de plus en plus xénophobe d'Henri. Ces activités étaient si discrètes que la couronne n'en saisit jamais l'étendue complète, permettant à Anne de construire un web d'influence tranquille, entièrement hors de la surveillance royale. Les termes de la reddition d'Anne furent inattendument généreux, reflétant à la fois le soulagement d'Henri d'éviter un autre bain de sang public et sa réelle peur des conséquences politiques qui pourraient suivre s'il exécutait une princesse allemande. Elle retiendrait le titre de sœur du roi, recevrait de vastes terres et revenus et continuerait à occuper une position de prestige à la cour, à condition qu'elle ne questionne jamais la légitimité de l'annulation. En retour, elle affirmerait publiquement que son mariage n'avait jamais été valide, qu'elle restait intacte et que le rejet d'Henri provenait de préoccupations canoniques plutôt que de méchanceté personnelle. Cet accord fut un chef-d'œuvre de calcul politique de la part d'Anne. Elle avait observé les destins de Catherine d'Aragon et d'Anne Boleyn et comprenait que la résistance signifiait la mort, tandis que la compliance offrait la survie. La signature des papiers d'annulation fut conduite avec une splendeur cérémonielle qui dissimulait leur cruauté sous-jacente. Anne, parée des vêtements luxueux de son bref règne, renonça formellement à toute revendication royale, tandis que les envoyés d'Henri applaudissaient sa prudence et son humilité. Les documents qu'elle signa contenaient des admissions humiliantes d'inadéquation personnelle et des déclarations de gratitude pour la supposée miséricorde du roi. Ces confessions forcées deviendraient la preuve officielle de son inadaptation, assurant que le récit fabriqué d'Henri endurerait pendant des siècles. L'humiliation d'Anne devint un avertissement à travers le continent. Les alliances avec l'Angleterre tudorienne étaient aussi instables que le tempérament du roi. Le 9 juillet 1540, le même jour où le Parlement dissolut formellement le mariage d'Henri avec Anne de Clèves, Thomas Cromwell fut exécuté sur Tower Hill. L'homme qui avait négocié l'alliance de Clèves paya de sa vie pour le succès même qu'il avait autrefois élevé. Anne, maintenant en sécurité dans sa nouvelle résidence au palais de Richmond, dîna paisiblement tandis que la tête de Cromwell tombait sous la hache du bourreau. La mort de Cromwell servit plusieurs buts dans l'imagination paranoïaque d'Henri. Elle fournit un bouc émissaire pour le désastre diplomatique de l'Union de Clèves, apaisa l'outrage public sur les entanglements étrangers et rappela à tous que même les serviteurs les plus hauts pouvaient tomber du jour au lendemain. Anne comprit parfaitement la leçon. Sa sécurité dépendait de l'invisibilité. Elle ne attirerait plus jamais l'attention dangereuse qui avait détruit tant d'autres. Pendant ce temps, Henri épousa Catherine Howard avec une hâte indécente. Le jour même où Cromwell fut exécuté, Anne fut requise d'assister aux festivités, de sourire et d'offrir des félicitations à la jeune femme qui l'avait supplantée, ajoutant une humiliation finale à son catalogue d'indignités sous la règle tudorienne. Anne de Clèves trouva un moyen de préserver à la fois dignité et confort. Malgré le rejet public, son nouveau statut, bien que né de l'humiliation, lui accorda des libertés que les reines possédaient rarement. Ces domaines offraient non seulement la richesse, mais une véritable indépendance.
un privilège extraordinaire pour toute femme en Angleterre du XVIe siècle. Elle pouvait superviser sa propre maison, poursuivre ses propres affaires et vivre selon ses propres rythmes sans les devoirs écrasants de la queenship. L'ironie était cruelle mais indéniable. Le rejet l'avait sauvée. Si elle était restée l'épouse d'Henri, elle aurait bien pu partager le destin de sa prochaine reine. L'administration par Anne de ses propriétés révéla une intelligence aiguë et une gestion astucieuse. Elle négocia des baux profitables, investit dans la réforme agricole et diversifia ses sources de revenus avec un succès remarquable. Ces registres montrent une femme qui maîtrisait les systèmes financiers complexes et gérait ses ressources avec une précision disciplinée. Elle introduisit des techniques agricoles continentales sur ses domaines anglais, améliorant la productivité tout en fournissant de l'emploi à des familles locales qui en vinrent à la voir comme une propriétaire généreuse et capable. Elle investit aussi dans des entreprises commerciales, connectant le commerce anglais et allemand, tirant parti de sa position unique pour favoriser des partenariats lucratifs entre marchands des deux royaumes. Sa prospérité financière lui permit un travail philanthropique qui renforça son statut parmi les gens ordinaires. Elle finança des écoles, des hôpitaux et des fondations religieuses qui servaient les communautés entourant ces domaines, gagnant l'affection populaire qui offrait une sécurité supplémentaire contre les intrigues de cour. Parmi ceux qui l'avaient autrefois moquée, l'admiration remplaça lentement la ridicule. En tant que sœur du roi, elle tenait une précédence cérémonielle sur presque tout le monde. Pourtant, elle n'exerçait aucun pouvoir réel. Cette invisibilité stratégique devint son bouclier. Elle lui permettait d'observer sans jamais interférer dans les jeux létaux de pouvoir qui consumaient les autres. Les visiteurs étrangers remarquaient fréquemment sur sa sérénité composée lors de tels événements, notant sa capacité à maintenir la grâce malgré l'indignité de sa position. Elle avait maîtrisé l'art d'être à la fois visible et invisible, présente assez pour remplir le devoir, pourtant assez discrète pour échapper au danger. Elle devint fluente en anglais, capable de gérer des matières légales et financières complexes sans traducteur. Ses comptes de maison listent des paiements pour des tuteurs, maîtres de musique et instructeurs culturels qui l'aidèrent à s'adapter aux subtilités de la vie aristocratique anglaise. Anne cultiva des amitiés sincères avec des familles nobles qui admiraient sa dignité et son intelligence, formant des cercles de confiance qui existaient au-delà de sa connexion à Henri, les Howard, les Seymour. Ces liens fournissaient à la fois companionship et protection politique, des atouts vitaux dans un environnement où la faveur pouvait changer du jour au lendemain. Les nobles anglais, communiquant avec des partenaires étrangers, comptaient souvent sur sa discrétion et sa compétence linguistique. Cela lui donna accès à des informations et un levier que même les courtisans puissants n'avaient pas. Pendant la minorité d'Édouard VI, les credensiales protestantes d'Anne et ses liens continentaux la rendirent d'invaluable pour les factions réformistes cherchant une unité plus étroite avec les luthériens allemands. Elle offrit des conseils sur la politique religieuse, facilita des échanges entre théologiens anglais et allemands et aida à façonner les alliances idéologiques qui guidèrent dans la réforme anglaise. La neutralité prudente d'Anne, pendant la crise de succession après la mort d'Henri, montra son acumène politique, tandis que d'autres s'alignaient avec des factions particulières et périssaient quand les fortunes se renversaient. Elle maintint des relations cordiales avec tous les côtés, assurant sa propre survie, alors que le règne d'Henri descendait plus loin dans le chaos et la brutalité. De son sanctuaire, elle observa avec une clarté tranquille, tandis que Catherine Howard, la fille autrefois utilisée comme arme contre elle, était arrêtée, jugée et exécutée moins de 2 ans après leur mariage. Le même charme juvénile qui avait envoûté Henri ne put la sauver de la paranoïa et de la rage montante du roi. La fin gruesome de Catherine servit de confirmation chilling du choix d'Anne. La soumission avait été le chemin le plus sage. Si elle avait résisté à l'annulation, exigé ses droits ou fait appel à des puissances étrangères, elle aurait probablement partagé le destin de Catherine.
À mesure qu'Henri vieillissait et que son corps se décomposait davantage, le statut d'Anne s'améliora tranquillement. L'attention du roi se déplaça vers sa sixième épouse, Catherine Parr, tandis que le souvenir de l'humiliation d'Anne s'estompait en un silence inconfortable qu'il préférait ne pas revisiter. Sa dignité discrète pendant ces années en arrière-plan avait lentement réhabilité sa réputation parmi les courtisans. Ceux qui avaient autrefois rejoint la moquerie la regardaient maintenant avec quelque chose proche du respect, même de l'admiration. Le contraste entre l'indépendance florissante d'Anne et l'effondrement accéléré d'Henri devint de plus en plus prononcé. Tandis qu'elle cultivait la stabilité et l'apprentissage, le roi s'enfonçait dans une misère physique grotesque et un tourment psychologique. L'angoisse mentale reflétait la physique. Autrefois l'homme le plus puissant d'Angleterre, dont la parole était littéralement vie ou mort, Henri se trouvait maintenant esclave de la trahison de son propre corps. Pendant ce temps, la transformation d'Anne de reine rejetée en matrone respectée continuait régulièrement. Le réseau économique qu'elle avait construit par des investissements prudents et une gestion donnait des ressources que beaucoup de nobles enviaient. Ces terres étaient des modèles d'agriculture efficaces. Anne construisait quelque chose d'endurant, une réputation d'intelligence, de bienveillance et d'indépendance. Quand Henri VIII mourut enfin en janvier 1547, Anne était plus que préparée pour la transition. Là où beaucoup de courtisans paniquaient, leur fortune liée à la volonté d'un monarque mourant, la prévoyance et la neutralité d'Anne la protégèrent. Le gouvernement protestant d'Édouard VI valorisait ses contacts européens et sa profonde compréhension de la théologie réformiste. Sa discrétion et son jugement équilibré en firent une voie de confiance dans les années incertaines d'ouverture du règne du jeune roi. Le rapport d'Anne avec Marie Tudor, malgré leur foi opposée, montra sa rare capacité à transcender la violence sectaire qui déchirait l'Angleterre. Marie respectait l'intelligence et le tact diplomatique d'Anne. Henri, pourrissant dans sa tombe à Windsor, était devenu un symbole de décomposition physique et morale, tandis qu'Anne prospérait tranquillement à la campagne, une image de stabilité digne. Les dernières années de sa vie reflétèrent une sérénité que peu de survivants tudoriens atteignirent jamais. Ces gatherings privés à Richmond étaient décrits comme des salons d'apprentissage, où érudits et courtisans se mêlaient librement, sans peur de persécution. Au moment où elle atteignit la cinquantaine, Anne de Clèves était devenue quelque chose que peu de femmes de son ère pouvaient revendiquer, véritablement indépendante. Elle s'éteignit paisiblement après des années de prospérité tranquille et fut inhumée à l'abbaye de Westminster, avec des honneurs befitting sa station royale. Nobles, ambassadeurs et érudits assistèrent à son enterrement, reconnaissant l'arc extraordinaire de sa vie. Une femme qui avait autrefois été humiliée devant le monde, pourtant qui avait monté pour commander un respect genuin. Les historiens qui écrivirent bien plus tard son histoire, la plupart des hommes, perpétuèrent les mensonges d'Henri, répétant le mensonge qu'elle était laide, sotte ou indigne. Mais l'érudition moderne a commencé à déterrer la vérité. Anne de Clèves n'était pas l'épouse inadéquate que l'histoire a moquée, mais une femme capable et intelligente, détruite par la fierté d'un monarque malade. La vraie puanteur qui remplissait la cour tudorienne ne venait pas du parfum ou de la personne d'Anne, mais de la chair ulcérée du roi et de son esprit festring. L'histoire d'Henri se termina en corruption gonflée, celle d'Anne en sérénité et accomplissement. La révision de la réputation d'Anne a enfin commencé à révéler ce que des siècles de propagande tudorienne avaient caché. Son intelligence et sa patience ont réécrit la définition de la victoire pour les femmes piégées dans des systèmes construits pour les détruire. Le triomphe d'Anne n'était pas bruyant ou vengeur. Il était calme, pratique et absolu. À la fin, la grande illusion d'Henri VIII, l'illusion du pouvoir absolu, s'effondra sous le poids de sa propre décomposition. L'histoire d'Anne reste la vérité tranquille derrière le mythe.
que peu importe combien la tyrannie crie fort, la dignité endure plus longtemps, et que dans les vastes halls résonnants de l'histoire, c'est souvent la voix la plus calme, celle qui simplement refuse de se briser, qui survit à eux tous.